Donc, on va poursuivre. On a eu un ajout à la présentation la semaine passée, puis j'espère que ça va vous plaire. C'est un ajout qui est très pertinent pour les discussions qu'on va avoir par la suite. Donc, avec Nathalie Isabelle, a fait ses études en foresterie à l'Université Laval, du baccalauréat jusqu'au doctorat, au cours duquel elle s'est spécialisée en génétique des populations. En 1996, elle a été recrutée comme chercheuse scientifique à Ressources naturelles Canada et est professeure associée à la Chaire de recherche du Canada en génomique forestière à l'Université Laval. Elle est membre du groupe de travail de génétique forestière de la Commission forestière nord-américaine. Ses intérêts de recherche sont centrés sur le développement de connaissances et d'outils permettant de mieux comprendre la capacité d'adaptation des essences forestières et leur vulnérabilité face au changement climatique. Elle travaille également au développement d'un centre d'expertise canadien pour l'identification du bois afin de lutter contre le commerce illégal du bois. Puis on a parlé beaucoup quand même de génétique un matin. J'ai hâte d'en entendre un peu plus parler. Donc, Isabelle, c'est à toi. Merci. Je vous remercie. Je me suis rajoutée. Je suis comme la... Je pense que le micro oui, ça sera pas long. Je suis comme la personne de la famille que personne n'attend puis qui arrive là, de façon impromptue. J'espère que je ne serai pas la matante fatigante. Je trouvais que c'était important, avant d'avoir les conversations de cet après-midi, d'avoir quand même, de voir, dans le fond, l'invisible. Hein, parce qu'on parle de choses visibles, mais la génétique, c'est invisible. Je dirais l'essentiel est invisible pour les yeux. Cette semaine, j'ai travaillé à partir de... Donc, j'ai préparé ma présentation à partir de vendredi. J'avais pas accès aux photos du bureau, c'est trop long. Là, on n'a pas un Internet super efficace. Donc, j'ai pris des photos de chênes rouges dans la rue près de chez moi, donc un 4 décembre. Puis, comme vous pouvez voir ici, là, l'arbre qui est... la petite étoile ici, lui, il est encore vert. Donc, j'aimerais que vous me passiez à une explication possible, puis on reviendra à la fin. Un colloque comme aujourd'hui, c'est vraiment une question, c'est un défi parce qu'on est, dans le fond, un mot peut avoir plusieurs significations. Je pense au mot, on a organisé à un moment donné, Sylvie Carl et moi, un colloque sur les plantations. Et le mot plantation, ce qui me vient en tête dans mon cas, c'est plutôt... une plantation de ce type-là, une plantation de peupliers à composantes exotiques. Vraiment une plantation de production à croissance rapide. Pour d'autres de mes collègues, ben c'est peut-être plus, on parle plus de restauration ou encore ici avec des actions citoyennes, la restauration de milieux ou de parcs. Donc, on peut voir qu'on arrive chacun avec notre perspective. Dans ce contexte-là, moi, je vous parle de capacité d'adaptation. Mes capacités d'adaptation à l'ère, je dirais, de l'échelle de distribution des espèces. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas seulement du Québec ou du Canada. Je visite vraiment toute l'ère de distribution d'une espèce. À court terme, la capacité d'adaptation est importante pour les espèces quand on parle de changement climatique pour persister. Donc, ça fait appel à la plasticité, hein, la tolérance et la plasticité, la capacité de s'adapter à court terme en modifiant des fonctions physiologiques ou justement en s'acclimatant aux conditions qui existent. À une échelle des populations, bien, on se retrouve, on parle plus ici d'adaptation évolutive. On sait qu'au fil du temps, il y a eu, à cause des gradients qui existent en nature, d'adaptation locale, donc des variants qui sont plus adaptés à certaines conditions vraiment particulières. Je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, à plus long terme, une fois qu'on a ces deux types de façons de s'adapter, on a quand même besoin encore de la plasticité pour s'adapter, puisque les populations qui vont migrer ou les nouveaux individus qu'on va implanter vont se retrouver dans un milieu nouveau. Donc, ils devront avoir, en tout cas, exprimer une certaine plasticité. À long terme, bien là, on parle aussi d'adaptation évolutive, c'est à l'échelle de génération. Donc, il y a une pression de sélection naturelle qui va s'exercer, un changement majeur, un bouleversement. Il va y avoir de la sélection naturelle, puis les individus qui seront adaptés vont migrer. Donc, la capacité d'adaptation, ça fait vraiment appel à la diversité génétique et la plasticité. La diversité génétique, c'est vraiment
je dirais, notre assurance tout risque, c'est la matière brute pour la sélection, qui est utilisée par la nature, mais aussi par les améliorateurs. Donc, on veut toujours conserver, je dirais, le plus possible le patrimoine génétique qui a été finalement obtenu suite à des milliers d'années d'évolution. Donc, j'arrive ici à ma capacité d'adaptation. Donc, la diversité génétique, elle a été, c'est le fruit de millions d'années d'évolution, en fait, parce que comme Carl en a parlé, ça va t'intéresser, Carl, tu en as parlé, la migration, les températures ont vraiment changé au fil du temps, les aires de distribution ont changé. Donc, les populations, finalement, ont migré vers le sud, vers le nord, sont remontées. Jusqu'à un certain point où elles se sont retrouvées, finalement, dans différents lieux ou, au départ, dans différents refuges glaciaires, comme ici et ici. Donc, on peut penser que dans les âges interglaciaires, ces populations-là se sont trouvées isolées, reproductivement, génétiquement, puis elles ont divergé. À la suite de ça, bien, on a obtenu, finalement, ces groupes-là ont par la suite migré. Et je prends le cas ici du pin gris. On se retrouve aujourd'hui avec 3 lignées glaciaires différentes. Donc, ce sont des trucs ou des connaissances qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais c'est important d'en tenir compte parce que ces populations-là pourraient également présenter des adaptations particulières. On voit encore, c'est la signature finalement des dernières glaciations et des derniers événements de recolonisation, suite à la migration des espèces de nouveau vers le nord. On retrouve encore ces patrons-là qui sont présents ici. Donc, chez plusieurs espèces. J'ai pris les peupliers parce on a beaucoup de connaissances qui ont été développées, par exemple, chez les épinettes ou chez les conifères, moins pour des essences feuillues. Puis on voit qu'avec les feux de forêt, peut-être que ces petites espèces-là vont on va pouvoir redorer un peu leur blason parce que ce sont des espèces très importantes au niveau écologique. Plus récemment, on a fait une étude, entre autres, sur les peupliers faux-trembles, puis on sait vraiment qu'il y a des groupes génétiques très fortement différenciés, tellement différenciés qu'on voit des adaptations particulières. On pense que le groupe du Mexique, ici, est vraiment le groupe, je dirais, la population ancestrale des peupliers faux-trembles, et cette population-là est en train de disparaître, pour toutes sortes de raisons. Donc, je continue. Là, j'ai de la misère j'ai des petits problèmes de coordination. Donc, tout ce qui vous intéresse par rapport à la capacité d'adaptation et la diversité génétique historique, je vous invite à lire cet article-là, qui a été rédigé par Julie Godbout ici. N'hésitez pas à aller lui poser des questions. Je dirais que c'est son sujet favori. Puis elle a énormément de connaissances, puis je pense que de regarder les événements passés peuvent nous informer davantage sur le futur. Puis c'est un peu ce que tu as fait là, de façon intuitive, Carl, mais c'est vraiment, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des traces de ça, encore aujourd'hui. L'autre, il y a la diversité génétique historique, mais pendant les événements de recolonisation, suivant la migration, finalement, suivant la déglaciation, si on pourrait dire ainsi, on a des populations, ça a quand même pris des milliers d'années avant que les épinettes remontent vers le nord, quelques dizaines de milliers d'années. Donc, on se retrouve avec l'adaptation locale, ce qui veut dire que les populations sont adaptées à des conditions particulières. La façon de mesurer l'adaptation locale, c'est de soit utiliser la génomique pour faire justement des relations entre les variables climatiques et ce qu'on appelle les fréquences des marqueurs dans les populations. Dans ça, on utilise la génomique. La génomique, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on recense un peu le génome, puis on obtient un petit peu une idée de la variation je dirais, à la grandeur du génome. Ce qu'on faisait avant, on avait quelques marqueurs, mais aujourd'hui, on a des façons beaucoup plus, je dirais, puissantes d'aller échantillonner le génome, beaucoup plus informatives. L'autre façon qui est beaucoup utilisée, ça, on utilise ça ici surtout pour des espèces comme je disais, les essences commerciales. On a fait
Patricia en a parlé ce matin, là, des jardins communs là, ou des tests génétiques où on amène ensemble, Julie en a parlé aussi, des individus appartenant à différents groupes génétiques. On les fait pousser sur un site, puis on suit leur développement. Ce type de test-là existe, mais pour quelques espèces seulement. On en a beaucoup, mais il faudrait en établir d'autres. J'y reviendrai. Ce que ça nous permet de faire ici, ça nous permet de justement comparer les provenances ou les populations de différentes origines, puis de voir leur développement. Ici, on a la croissance des cernes annuelles sur une quarantaine d'années. Ici, le test a été mis en place. J'étais à l'école maternelle. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut passer aux générations futures. C'est super important. Puis je ne pense pas que les gens... Je ne savais pas que j'allais faire de la génétique encore à l'époque. Donc, on a été chanceux. C'était vraiment des choses qui ont été faites. Les améliorateurs faisaient des road trips pour aller essayer d'échantillonner la diversité qui était présente dans les populations. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les lignes qui sont plus en rouge, dans le fond, c'est les provenances des régions plus chaudes. Puis, en fait, sont plus productives que les autres. Puis c'est normal, c'est un peu ça que les améliorateurs ont utilisé. On a utilisé des provenances un petit peu plus du sud. C'est sûr qu'on n'allait pas de façon... C'était pas extrême comme ce que Carl fait, là. Mais on allait échantillonner un petit peu plus au sud, puis on se retrouve avec des arbres qui poussent sur une plus longue période de temps que les arbres du Nord. Les arbres du Nord, eux, sont adaptés. Kerry en a parlé ce matin. La phénologie, la croissance, des bourrements, hautement, c'est quelque chose qui est sous fort contrôle génétique. Hein, il y a une fenêtre, là, et on ne sort pas beaucoup de cette fenêtre-là. L'autre chose qui est très difficile à évaluer, c'est là que Jardin commun, bon, je parle ici de plantation mature, hein, c'est exactement les mêmes provenances qui sont à Chibougamau et à Acadia. Mais vous voyez les patrons, on a les mêmes individus. Les provenances les meilleures sont restées les meilleures, mais on peut voir qu'il y a vraiment un effet de l'environnement. Ici, bien, on peut voir qu'il y a eu un petit stress, là. Et de façon générale, à Acadia, le maximum de la croissance a été atteint beaucoup plus tôt. Donc, les conditions étaient meilleures. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est un déclin. Donc, les jardins comme ça, on les faisait, il n'y en a pas tant que ça. Il faudrait en faire, mais il y a des gens qui le font maintenant sur des semis plus jeunes. Une minute. Donc, je dirais que la chose à retenir, c'est que ça, c'était des exemples. Les espèces forestières présentent des grands niveaux de diversité génétique avec des grandes tailles effectives de population et une grande plasticité. Hein? Les grandes tailles effectives, on dit qu'il y a un grand nombre d'individus assez pour qu'on puisse justement retrouver le maximum de la diversité. Il faut que ces individus-là puissent se croiser parce que si on a un trop petit nombre d'individus, on risque de se retrouver avec des effets de consanguinité. Les populations ne sont pas des unités homogènes et au sein de l'horaire de distribution. À l'intérieur de chacun des groupes des lignées glaciaires, il y a énormément de l'adaptation locale, donc il faut en tenir compte aussi, parce que cette adaptation-là, c'est elle qui va peut-être nous permettre, c'est ce qui fait qu'on a de la variation. Peut-être que quand Karine nous a présenté ce matin sur le chêne rouge, il y a des individus qui sont morts, d'autres qui ont survécu, mais il y a encore énormément de variations au sein d'une population. Il y a, j'en ai pas parlé, les zones d'hybridation naturelle, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont des petites cousines ou des espèces sœurs un peu plus au sud, et ça, il y a un potentiel là, assez important pour, encore une fois, aller donner un coup de pouce à l'adaptation. Puis on sait que, par exemple, pour les chênes, il y a plusieurs espèces de chênes qui cohabitent ensemble aux États-Unis, et on appelle ça un syngaméon, en fait. Chacune des espèces est adaptée à une niche écologique, mais en cas de bouleversement majeur, peuvent aller pêcher finalement de la diversité dans l'espèce voisine. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut retenir. Là, je veux juste dire qu'ici, là, on a énormément de choses qui existent comme matériel. Je pense qu'on avait fait un relevé, là, Julie en a parlé des tests ce matin. On a plus de 1300 tests juste pour le Québec, d'espèces indigènes, exotiques, etc. Puis ça, c'est sans oublier les tests qu'il y a aussi. Il y a des tests similaires aux États-Unis, dans des États très proches, et ailleurs au Canada.
Puis, il y a les espèces, justement, en voie de disparition. On va en parler cet après-midi. Dans ce cas-ci, il faut vraiment se dépêcher d'aller recenser la diversité génétique, puis aller sauver les graines pour plus tard. Donc, je vous laisse avec ça. Et ma dernière photo. J'espère que ça va avoir changé un petit peu. Je ne sais pas si votre réponse a changé, mais comment vous expliqueriez la différence qu'on observe dans les chaînes? Je voulais juste vous donner aussi peut-être des petits indices pour vous aider à interpréter ce qu'on voit souvent en nature. Je vous remercie. Merci, Nathalie.